Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et j'espère que vous allez bien, et cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo bilan des lectures de février. Et il y en a pas mal du tout. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai plein à vous présenter. Et on va commencer par les graphiques. Alors je vais passer sommairement sur les suites de séries que j'ai continuées pour pas trop vous spoiler non plus suivant l'avancée où j'en suis dans la série. Et je vais commencer donc par le tome 4 de Cesare, toujours donc sur l'histoire de Cesare Borgia. Et comme d'habitude, c'est super captivant, c'est super intéressant. Point de vue historique, point de vue architecture, point de vue religion. On apprend plein de choses. C'est pas mal du tout, il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est que donc, vous voyez le titre, hein, Cesare, donc version italienne de César. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont traduit le nom de la sœur en français, Lucrèce, au lieu de laisser Lucrezia. J'ai pas compris, si tu appelles le frère Cesare donc en italien, pourquoi tu traduis en français le nom de la sœur? Je ne sais pas, j'ai pas compris, ça m'a fait tiquer quand je l'ai vu, j'étais à Lucrèce, mais pourquoi ne pas avoir laissé Lucrezia? Je vois pas l'intérêt de traduire un prénom si on ne traduit pas tous, mais bon, ça ce n'était que mon avis. On continue avec deux autres tomes de la saga Les Gouttes de Dieu. Ici ce sont les tomes 40 et 41, et une fois de plus on sent la fin qui arrive, le dénouement final approche. Et à la fois, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et j'ai pas envie que ça se termine parce que je suis vraiment bien dans cette histoire, bien avec les personnages. J'adore apprendre des nouvelles choses sur le vin. Et donc je suis un peu tiraillée. Je sais que dans quelques tomes, ça va être terminé et je vais être très triste. J'aime toujours autant. Donc, une fois de plus, je vous le recommande parce que c'est génial. Restons dans les mangas avec une petite nouveauté que j'avais déjà vu passer sur les réseaux et que je voulais découvrir parce que ça m'avait l'air assez intéressant. C'est L'Éden des sorcières. C'est de Yumeji et c'est publié aux éditions Kiun dans la collection des Seinen. Et c'est une jolie découverte, même si ce tome, je reste un petit peu sur ma faim. On voit que c'est vraiment un tome 1, donc le début d'une aventure, d'une histoire où il faut mettre en place toutes les bases. Mais ça coupe très vite et je pense que je vais avoir besoin du tome 2 pour vraiment faire une opinion de si je vais aimer ou non cette série. Je l'aime point de vue graphique, parce que c'est vraiment magnifique, mais point de vue histoire, c'est un petit peu on va dire du déjà vu, porté quand même par une plume et un design vraiment somptueux. Donc ça fait quand même bien avancer l'histoire, c'est quand même un gros point positif. Pour ce qui est du résumé, on est dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de vertu. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs, mais sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférait passer sa vie à l'abri des regards, mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu, quand soudain, la graine de Pili donne naissance à un énorme loup, mi-animal, mi-végétal. Sera-t-il le guide vers la terre des élus? Donc ce fameux loup, nous le voyons ici sur la couverture. Et pour vous montrer vite fait ce que ça donne point de vue graphique, c'est très joli. Il y a des jolies mises en avant, des très jolis détails. Mais pour le moment, ça me paraît un petit peu vide. Alors j'imagine que c'est parce que c'est le temps que ça se mette en place. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir le tome 2 pour vraiment savoir si oui ou non cette série me plaît. Graphiquement, comme je vous l'ai dit, aucun problème. Elle est vraiment magnifique. Histoire, point de vue histoire, j'en attends un petit peu plus. Donc, à voir avec le tome 2 ce que ça donne. Mais en attendant, une très jolie découverte pour le moment. On va rester dans le côté graphique et on va passer maintenant du manga au comics avec le tome 2 de Monstress. C'est toujours de Marjorie Liu et de Sana Takeda, publié aux éditions Delcourt, et c'est toujours aussi somptueux. Les
détail des graphiques, la colorisation, c'est incroyable. Pareil, je vais vous faire un... Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Essayez de pas trop vous spoiler non plus, puisque ça reste un tome 2 donc. Et vous voyez la qualité des images, la qualité de la colorisation, de la mise en page. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment magnifique. Et rien que les en-têtes de chapitres, je vais vous en trouver une, les en-têtes de chapitres sont incroyables. Vous voyez la puissance du design, incroyable. À résumer, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une histoire qui est très très chargée, fournie en créatures magiques, fournie en complot politique, fournie en quêtes mystérieuses. Il y a beaucoup de mystères autour du personnage principal, autour de cet être étrange qui dort en elle. Donc c'est assez compliqué à résumer, mais en gros vous allez suivre Maïka, la jeune femme que l'on voit sur la couverture, qui est une arcanique. C'est un être qui ressemble à un humain mais qui a des pouvoirs considérables. Et le problème de cette jeune femme, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a un être qui dort, qui est une entité qui a normalement disparu, un dieu, qui s'éveille et qui n'a qu'une envie, c'est de tout dévorer sur son passage. Et on ne sait pas exactement pourquoi, qui il est, pourquoi il est à l'intérieur de Maïka, pourquoi cette jeune femme ne connaît absolument rien à son monde ni à son passé, pourquoi est-ce qu'elle a un bras en moins. On est vraiment perdu. On sait juste qu'il y a une espèce de guerre entre les arcaniques et les sorcières, que les sorcières sont des personnages ultra puissants, très craints par tout le monde, mais qu'il y a également des arcaniques qui se font la guerre entre eux. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais l'histoire est tellement riche, les dessins sont tellement profonds et magnifiques que moi je suis captivée, j'ai terminé le tome 2 et j'ai qu'une hâte, c'est de me rendre à ma médiathèque, de trouver le tome 3 et d'enchaîner la suite parce que je suis vraiment captivée par cette série. Elle est vraiment incroyable. Passons maintenant au côté des BD, j'en ai lu 2. Et la première, c'est le second tome de la série Le Roi de Paille. Je vous avais parlé du tome 1 il y a quelques temps dans une vidéo, j'ai enfin pu trouver le tome 2 après tant de temps. Et j'avoue qu'il était sympa, mais je suis un peu restée sur ma faim. La colorisation et le trait sont toujours aussi beaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais oula. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais vous voyez, c'est toujours aussi joli. Avec des mises en scène toujours aussi bien dynamiques et incroyables. Donc c'est toujours aussi joli. L'histoire, je ne peux pas vous en parler vraiment parce que c'est vraiment reprendre la fin du premier tome et ça va vous spoiler complètement sur la fin de ce dernier. Mais c'était pas mal du tout. On est toujours dans ce conflit entre le royaume d'Égypte, de Babylone et des royaumes adverses de Babylone également, avec toujours des enjeux politiques assez complexes qui essayent de se nouer avec des alliances via des mariages qui ne fonctionnent pas tout à fait comme prévu. Très intéressant, mais la fin a été un peu... Voilà, mais la fin, oui, ok, c'est une fin en soi, pourquoi pas. Mais elle ne répond pas à toutes les questions, donc j'étais un petit peu déçue, notamment elle ne répond pas aux questions sur l'héroïne, quand même, le personnage principal que l'on suit dans les 2 tomes. Eh ben, elle est quelque part et on ne sait pas ce qu'il advient d'elle. Donc je trouve ça un petit peu dommage, pareil pour son frère, on ne sait pas trop ce qu'il advient de lui non plus. On suit juste ce qui se passe avec le roi de Babylone, et c'est tout. Et au final, les 2 protagonistes principaux, ils ont été complètement évincés. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, vu que c'est un peu eux qu'on suivait depuis le début. Donc le roi de Babylone, ouais, c'est cool de voir la fin, qui est un petit peu dérangeante, bizarre d'ailleurs. Donc j'aurais bien voulu savoir ce qui se passait avec ce frère et cette sœur, en fait, les 2 personnages qu'on suit depuis le début. Un petit peu déçue de ce point de vue-là, mais toujours aussi intéressante, avec toujours des graphismes incroyables. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas vraiment un coup de cœur parce que il manquait des petits trucs pour moi à la fin. En parlant de coup de cœur, la BD que je vais vous présenter là était incroyable. Point de vue graphique, point de vue histoire, même si ça reste encore un tome 1, donc on veut savoir ce qui va se passer dans la suite. Point de vue mise en page incroyable et point de vue colorisation incroyable. Je voulais vous parler de Noir Burlesque. C'est une magnifique BD, tout en soft touch.
premier tome d'une duologique, donc j'attends vraiment avec impatience le second tome qui sorte parce que je veux la suite. Il est très beau. Point de vue design, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. La mise en avant des planches est magnifique. La colorimétrie, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un style à la Sin City, tout en noir et blanc avec juste des touches de couleurs, notamment beaucoup de rouge, pour faire ressortir juste un petit point précis du scénario. Et franchement, regardez, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Moi, franchement, je suis littéralement en admiration devant cette BD, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, de Enrico Marini, et c'est publié aux éditions d'Argo. Et du soft touch. Une BD en soft touch. Le bonheur. Elle est sublime. Pour ce qui est de l'histoire, on est vraiment dans une ambiance très Al Capone, très gangster, série noire, très de toutes ces années un petit peu mafia en fait. Et j'ai beaucoup aimé. On va suivre un homme au passé un petit peu trouble qui est à moitié gangster, à moitié coureur de jupons, qui est presque fait partie un peu de la mafia, qui est un peu voleur aussi. Il fait un petit peu de tout, mais pas du bon côté de la barrière. Et il se trouve qu'apparemment il a les dettes de son beau-frère, je crois, à rembourser au mafieux local. Et en remboursant le mafieux local, donc, en commettant des vols, notamment dans des bijouteries, il va se retrouver nez à nez avec une jeune femme qui n'est autre que son ex, qu'il a quitté pour une raison qu'on apprendra plus tard dans le livre, mais que je ne peux pas vous dire sinon ça va vous spoiler, et qui doit maintenant se marier avec le fameux chef de la mafia. Sauf que peut-être qu'il a encore des sentiments, peut-être qu'il ne va pas trop apprécier le fait que ce mafieux qui le fait un petit peu chanter avec cette dette qu'il doit rembourser, est également la femme qu'il aime avec lui. Donc très très noir, très côté bagarre, côté sexy aussi avec cette jeune femme qui est stripteaseuse, avec des mises en scène pareilles incroyables. Franchement, un énorme coup de cœur, surtout graphique. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 parce qu'il est vraiment... s'il est aussi beau que celui-ci, ça va être vraiment magnifique. C'est presque dommage de savoir que ça va être en 2 tomes uniquement. Si le deuxième tome est toujours dans ce côté un peu Sin City, donc colorisation en noir et blanc avec juste une touche de rouge, et qu'il y a toujours ce côté gangster, bagarre et tout, je sens que ça va être incroyable, j'ai très hâte de la découvrir. Et pour ce dernier, on va dire pseudo-graphique que je vais vous présenter, j'ai envie de dire, comme son prédécesseur, c'est un moment de pur cocooning, de bonheur visuel, de détente totale et de douceur. Il s'agit donc de Mon hiver cosy de Caroline Millet, suite de Mon automne cosy qu'elle avait publié quelques années avant. Celui-ci est sorti en novembre de l'année dernière et j'ai envie de dire que comme Mon automne cosy, incroyable. La douceur des traits, des aquarelles que Caroline nous propose sont vraiment adorables. Regardez, c'est vraiment trop trop chou. Et comme d'habitude, elle nous propose un condensé de tout ce qu'elle aime faire pendant la saison donc hivernale, avec des jolies recettes de cuisine, toujours bien illustrées, bien expliquées avec des illustrations qui font saliver. Des moments un peu cocooning de qu'est-ce qu'elle préfère faire comme décoration chez elle, par exemple, quelles sont les activités qu'elle préfère faire dehors, à l'intérieur, décorer la maison pour Noël, quelle série elle aime regarder, quelle balade elle aime faire avec son chien, plein d'anecdotes comme ça, plein d'explications également sur tout ce qui est les rituels folkloriques un petit peu, sur la célébration de Noël, de la nouvelle année, du solstice d'hiver, et toujours illustré de manière merveilleuse, comme vous pouvez le constater sur une énième page que je vous montre. Je pourrais vous les montrer tellement elles sont belles, mais ce serait vraiment gâcher la surprise. Franchement, foncez l'acheter, que ce soit Mon automne cosy ou Mon hiver cosy. Les deux sont incroyables. Franchement, si vous cherchez un moment de pur cocooning, de douceur, avec un chocolat chaud au coin du feu, sous un plaid ou en regardant une série, peu importe. De toute façon, on est forcément bien à la lecture de ce livre. Il est vraiment incroyable. Mention spéciale pour la page que je vais vous montrer juste ici, qui sont les remèdes de Frileux, mais un petit peu version Hobbit. J'ai trouvé ça génial, moi qui suis fan du Seigneur des Anneaux, on s'en serait pas du tout douté vu mon pseudo, mais j'ai trouvé ça fabuleux, toutes les boissons du Hobbit en fonction de la journée et du temps hivernal. Génial, donc
Un superbe ouvrage que je vous recommande à 300% et les yeux fermés. Alors on va continuer avec les romans maintenant. Et le premier que je vais vous présenter est sous format e-book, donc tout de suite l'insert de la jaquette ici. Il s'agit de Pastoral de Aki Ollikainen. Je ne suis pas sûre de la prononciation, désolée. Et je l'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge. J'ai été piégée déjà par la jolie couverture que je trouvais vraiment très belle. Et je l'ai lu pour la sous-catégorie du nature writing ou quelque chose en rapport avec la nature. Parce que ce roman était décrit comme un conte cruel autour de la nature. Donc moi j'étais un petit peu intriguée. Et je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, j'avoue, mais en fait je trouve que c'est pas un roman en soi, c'est plus une peinture. Une peinture, point de vue que le Aki, donc l'auteur, est photographe à la base. Et on sent derrière la puissance du photographe qui sait décrire l'œuvre qu'il a pris en photo ou l'œuvre qu'il peint au spectateur en fait. Et le lecteur, il en prend plein les yeux devant cette nature qu'il arrive à décrire à la perfection. La faune et la flore qui s'éveillent en Finlande, la beauté des paysages. On arrive vraiment à suivre la beauté de la nature avec tous les éléments qui embriquent dans les descriptions. C'est magnifique à lire, mais à côté de ça, l'histoire est archi plate malheureusement. On va suivre plusieurs personnes de familles différentes qui décrivent leur vie, somme toute simple et assez banale au final dans une campagne finlandaise où il n'y a pas grand chose à faire à part s'occuper soit de la terre, soit des animaux ou gambader dans la forêt. Et au final, il se passe pas grand chose. La beauté de la plume qui est décrite dans la nature n'arrive pas à rattraper l'histoire qui derrière est assez plate malheureusement. Je voyais pas trop où l'auteur voulait nous emmener en fait avec cette histoire à part nous décrire peut-être oui une tranche de vie comblée par la nature qui peut être à la fois belle et cruelle en même temps, mais il y a zéro action qui se passe. Alors c'est beau, mais c'est plat. Donc j'ai moyennement aimé, on va dire. J'ai aimé la plume qui est une jolie découverte. Surtout au point de vue dresser donc un tableau de la nature. Mais l'histoire, c'était pas tout à fait ce que je recherchais ou ce à quoi je m'attendais, je ne sais pas trop. Mais c'était un peu trop plat pour moi malheureusement. Donc une lecture en demi-teinte. Ensuite, le roman suivant que j'ai lu, il s'agit de Ella et les quatre royaumes. C'est publié aux éditions Fleurus et c'est écrit par Marilyn Bro. Alors dit comme ça, je n'avais pas fait le rapprochement que je connaissais en fait cette jeune femme. Elle est connue sous le pseudo Thiboudou Doudou. Thiboudou Doudou, je sais plus combien il y a de doudou dans le nom. Thiboudou Doudou, je crois. Si c'est pas ça, je suis désolée. Et donc elle est connue parce qu'elle est youtubeuse en fait. Et c'est mon frère qui m'a prêté le livre, qui est archi fan de cette youtubeuse et qui m'a dit « Lis son livre, il est super chouette ». Et je confirme, c'était une lecture super chouette. Pour ce qui est du résumé, nous avons 4 royaumes indépendants à l'aube d'une guerre sans merci. Ella, du royaume des corbeaux, est promise en mariage au prince Ereb du royaume des dragons. Arrivée dans la forteresse de sa belle famille, la jeune fille voit ses pires craintes prendre forme. Heureusement, le prince Ereb ne semble pas partager les mœurs de son terrible frère aîné, et Ella se trouve même un allié inattendu. Mais lorsque la jeune fille découvre que les dragons sont sur le point d'obtenir une arme effroyable qu'ils ont prévu d'utiliser contre le peuple des abeilles, elle choisit de s'enfuir, déterminée à empêcher le massacre en perspective. D'un territoire à l'autre commence alors pour Ella un voyage semé d'embûches, mais aussi de rencontres. Son courage et ses nouvelles amitiés suffiront-ils à ramener la paix au sein des 4 royaumes ? Donc on est dans un conte un petit peu fantastique, très aventure, et on va voyager avec elle à travers donc, le royaume du dragon, des hiboux et des abeilles. Et malheureusement, le royaume du corbeau, de là où elle vient, on ne le voit pas tout à fait. C'est un petit peu dommage, il me manquait ce petit royaume, j'aurais bien voulu savoir comment il était. Mais sinon, le parcours initiatique de cette jeune femme est très sympa. La plume est très jolie. On sent que c'est un premier roman un petit peu timide par moments dans la plume. On sent que l'autrice peut-être n'ose pas trop aller fort, on va dire, dès le premier tome. Donc on sent que c'est quand même un petit peu timide sur les actions, sur certaines parties de l'aventure. Mais il y a un énorme potentiel derrière et quelque chose me dit que ce ne sera pas son unique roman.
J'ai l'impression qu'il va y en avoir un autre. Peut-être pas une suite à Ella et les 4 royaumes, mais peut-être qu'il va y avoir un autre roman, qui sait. J'ai l'impression que cette plume, encore jeune, encore timide, elle a le pouvoir de devenir plus forte, plus aboutie, et qu'à son prochain roman, on va voir une différence qui va être très sympathique. Concernant ce que j'ai pensé, alors déjà, la couverture faite par Mina M. Quand même, on peut souligner que c'est la grande classe, elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce côté donc aventure, ce côté quête un peu initiatique qui va lui faire rencontrer des personnages hauts en couleur, faire une quête à travers des royaumes radicalement différents, rencontrer des gens incroyables. Et, et j'ai bien aimé. J'aurais voulu un peu plus presque. À la fin, il me manquait un tout petit quelque chose de justement savoir qu'est-ce qui va advenir d'Ella en fait maintenant que sa quête est terminée. Est-ce qu'elle va retourner au royaume des corbeaux pour toujours? Est-ce qu'elle va revenir dans le royaume des dragons avec ses alliés? Est-ce qu'elle va revoir le royaume des hiboux? Est-ce qu'elle va retourner peut-être au royaume des abeilles? Ah, j'aurais voulu savoir un petit peu plus parce que c'était une quête très sympathique à suivre. Moi j'étais bien avec Ella. Et j'avoue que j'étais un petit peu frustrée d'arriver à la fin et d'avoir encore toutes ces questions en tête parce que c'était vraiment chouette. J'étais très bien dans ce roman qui se lit très vite et qui m'a fait découvrir la plume donc, de Marilyn Bro, qui est très très sympa. Et j'avoue que j'aurais bien envie d'avoir un autre roman de cette jeune femme et de voir l'évolution qu'aura cette plume dans un second roman en fait. J'ai beaucoup aimé. Et si vous cherchez une aventure très accessible, je vous conseille ce petit roman, il est vraiment très sympa. On va changer complètement de registre avec ma lecture suivante, parce qu'on va être dans un roman policier. Je vous fais l'insert juste ici pour la couverture. C'est 3 étoiles et un meurtre de Peter May, et j'ai adoré. Peter May, je l'ai connu il y a un petit bout de temps déjà avec l'île des chasseurs d'oiseaux, et j'avais beaucoup aimé son style d'écriture. Et il renouvelle l'exploit avec ce livre que j'ai beaucoup aimé. Il est classé un peu en 3e tome dans une série où l'enquêteur principal il s'est mis en tête de résoudre les défis qui ont été un peu oubliés et non résolus parmi certaines affaires policières qui lui s'est dit maintenant avec les technologies qu'on a, avec les avancées scientifiques, la recherche de l'ADN par exemple et compagnie, je vais pouvoir les résoudre. Et cette histoire va se passer autour d'un meurtre d'un grand chef étoilé qui est mort dans des circonstances un petit peu étranges, avec surtout la rumeur qu'il allait perdre une étoile au guide Michelin. Et cette rumeur de la perte de cette étoile va avoir un énorme impact sur tout le personnel et tout le restaurant en fait, de ce grand chef. Et donc notre héros a décidé de résoudre ce cold case avec les avancées scientifiques de l'époque, en réinterrogeant les personnes qui ont connu la victime et en essayant donc de mettre en lumière qu'est-ce qui est arrivé. Et c'était très sympathique dans ce domaine un petit peu, donc un pseudo-cosy mystery dans le domaine de la gastronomie française. Ça donnait vraiment l'eau à la bouche. Il y a des descriptions très pointues sur tout ce qui est repas, accords mets et vins, dégustation de vin à l'aveugle. Il y a tout ce qui est construction d'un plat gastronomique. Ça nous donne vraiment l'eau à la bouche. On a envie de manger pendant tout le livre en fait. C'était super chouette à lire. Comme d'habitude, la plume de Peter May est vraiment très douce. La plume prend directement le lecteur dès les premières pages et elle l'embarque avec elle jusqu'à la toute fin du livre dans une enquête incroyable qui n'est pas très punchy. On n'est pas dans un Franck Tillier non plus à la poursuite d'un psychopathe, mais avec une approche un peu plus douce, un peu plus cosy mystery qui fait vraiment du bien et qui s'adapte donc parfaitement à l'histoire de Peter May. C'était super chouette, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre ma découverte de ces enquêtes parce que j'ai pas lu les autres. On peut le lire indépendamment, je trouve, même s'il y a 2-3 petits points qui peuvent être un petit peu obscurs quand on n'a pas lu les premiers tomes. Certains sont repris et expliqués pour que le lecteur ne soit pas tout à fait perdu, donc ça a été mon cas, moi j'ai pu le lire sans être vraiment perdu. Mais je pense qu'en lisant les premiers tomes, il y aurait beaucoup plus d'explications et on serait plus facilité pour l'avancée de l'enquête en fait. Donc une très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite. Alors là, on arrête tout. Alerte coup de cœur, c'était une lecture incroyable. Je vous présente 2 coups de cœur dans cette vidéo, une BD et un roman. Et ce roman, c'est Vers le soleil de Julien Sandrel, publié ici aux éditions Calman Lévy.
oh, cette claque, c'était beau, c'était bouleversant, avec une plume incroyable. C'est ma première découverte de cet auteur et j'ai été captivée alors que c'est pas du tout d'habitude le style de lecture que j'ai l'habitude de lire en fait. J'ai adoré, j'ai été profondément touchée et bouleversée à la lecture de ce livre, c'était vraiment incroyable. Pour ce qui est du résumé, 14 août 2018, Tess part vers la Toscane où elle doit rejoindre pour les vacances sa fille Sienna et l'oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu'elle fait étape chez sa meilleure amie à Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison et tout s'écroule au-dessus d'elle. Une longue portion du pont de Gênes vient de s'effondrer, enfouissant toute la zone, et Tess est portée disparue. Lorsque Sacha apprend la catastrophe, c'est tout leur univers commun qui vole en éclats. Tout leur mensonge aussi, car Sacha n'est pas vraiment l'oncle de cette petite fille de 9 ans. Il est un acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois depuis 3 ans. Un rôle qu'il n'a même plus l'impression de jouer tant il s'est attaché à Sienna et à sa mère. Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu'il n'a que quelques heures pour décider ce qu'il veut faire si Tess ne sort pas vivante des décombres. Perdre pour toujours cet enfant avec laquelle il n'a aucun lien légal, ou écouter son cœur et s'enfuir pour de bon avec elle. En attendant, il décide de cacher la vérité à la petite fille et de la protéger coûte que coûte. Donc on est dans un roman plutôt contemporain qui relate de manière romancée la catastrophe du pont de Gênes qui s'est écroulé en Italie donc en 2018. Et j'ai pas l'habitude de lire ce style d'écriture, d'habitude j'ai pas l'habitude du contemporain. Donc au début, j'avoue, comme c'est pas tout à fait le style d'écriture que j'ai l'habitude de lire, j'ai eu un petit peu de mal à me faire au style un petit peu, on va dire, contemporain. Mais dès que je suis rentrée dans le récit, la plume m'a transportée, captivée, envoûtée et bouleversée surtout. C'était incroyable la richesse des émotions qui pouvaient passer à travers la plume de Julien Sandrel en fait. Cette petite fille, le lien qu'elle a avec Sacha, ce faux oncle, il est beau, il est incroyablement beau. Et Sacha se retrouve même piégé donc à son propre jeu avec cet enfant avec lequel il n'a aucun lien de sang, qu'il ne garde et ne distrait uniquement que par un rôle d'acteur pour lequel la mère de l'enfant l'a engagé en fait. Et il se prend donc à son propre jeu et il s'y perd même parce que finalement, d'un rôle où il devait juste faire l'oncle sympa qui a connu le père de l'enfant et qui lui raconte les aventures et les histoires à travers moult péripéties, et bien il est perdu parce que finalement il s'y attachait à cet enfant. Il la considère même presque comme sa propre fille. Donc quand ce pont s'écroule sur la mère de l'enfant, il se rend compte qu'il n'a zéro lien avec elle, aucun droit sur cet enfant, et que si jamais sa mère ne sort pas des décombres, eh bien, il pourrait perdre pour toujours cette petite auquel il s'est vraiment attaché. Et là, il va y avoir un enchaînement de situations qui va nous faire frémir pour cette relation. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Est-ce que la petite fille va apprendre que le pont s'est écroulé sur sa mère? Est-ce que Sacha va vouloir s'enfuir donc avec elle et la protéger? Ou est-ce qu'il va se dire finalement j'étais juste payé pour être acteur, maintenant mon rôle s'arrête ici? C'était incroyablement beau, très touchant, et je comprends vraiment le titre Vers le soleil au fur et à mesure de la lecture. On se laisse perdre dans la contemplation des paysages qu'il nous propose, dans la richesse du patrimoine italien, de son folklore, de sa gastronomie, parcours gastronomique d'ailleurs qui est très important dans le livre, notamment avec la petite fille qui est née avec une pathologie qui fait qu'elle ne peut ressentir ni goût ni saveur quand elle mange des aliments en fait. Et c'est très intéressant ce parcours initiatique avec un petit peu cette phrase de Ratatouille qui m'a fait sourire de tout le monde peut cuisiner. C'est donc une quête initiatique pour cette jeune fille qui a un but, c'est donc de devenir la plus grande cuistot du monde malgré son handicap. Et c'est une quête initiatique également pour Sacha qui ne sait pas trop sur quel pied danser avec cet enfant pour laquelle il est payé pour faire l'acteur et en même temps avec qui il commence à développer des sentiments paternels très importants. Incroyable, franchement une excellente découverte. Je ne connais pas encore les autres romans de Julien Sandrel, mais nul doute que celui-ci était incroyable et franchement j'ai vraiment très très envie de lire un autre roman pour voir si la magie opère de nouveau, si un nouveau coup de cœur se profile. Donc celui-ci franchement
je vous le recommande, il était mais incroyable. J'en avais oublié un que je suis allée chercher en vitesse, c'était pour vous présenter Secret d'étoffe. C'est de Claude Fauque et Anne Lascou, avec les images de Charlotte Gasteau, et c'est publié aux éditions Albin Michel. Alors là, je suis radicalement sortie de ma zone de confort parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de lire non plus. Ce sont des contes qui tournent donc autour des secrets d'étoffe, comment dire, de la manière de coudre ou de filer des tissus, d'utiliser la magie de la couture pour créer des étoffes merveilleuses. Tout ça à travers des contes plus ou moins célèbres et toujours magnifiquement illustrés. Donc pour vous présenter l'œuvre, elle se présente comme ceci. Donc en général, vous avez une illustration qui fait tout le bord des 2 pages pour illustrer le conte. Ou alors on a carrément une page avec le conte et une autre page avec une énorme illustration qui sont à chaque fois mais magnifiques. Et à côté de ça, on peut avoir une double page carrément. Pareil, toujours avec une illustration très douce, aux couleurs chatoyantes, qui sont en rapport avec le conte qui est évoqué juste à côté, et qui est vraiment magnifique. À chaque fois, les illustrations sont vraiment incroyables. On est perdu dans la contemplation de ces illustrations, tout en nous remémorant certains contes qui sont plus ou moins connus, comme Barbe Bleue qui a été un petit peu revisité. On va avoir Peau d'âne, quelques contes que je ne connaissais absolument pas non plus. C'est écrit avec une jolie finesse et une très belle délicatesse. Mais j'avoue que j'ai pas l'habitude des contes, donc en lire certains c'est très sympa, mais le lire complètement c'était un petit peu long, on va dire, pour moi. Il est très bien quand on doit lire quelques contes par-ci par-là, mais peut-être que les enchaîner c'est peut-être pas nécessaire, c'est mieux de faire des étapes pour pouvoir mieux apprécier le livre et se perdre dans la contemplation des images qui sont vraiment incroyables en fait. Allez, je vous en montre une dernière pour la route, pour vous montrer la finesse des traits qui sont magnifiques. Donc c'était une très jolie découverte, mais peut-être pas à lire de manière continue, plutôt 2-3 contes le soir avec les enfants au coucher par exemple, plutôt que de lire d'une traite. Je pense qu'on l'apprécie beaucoup plus de cette manière-là. Donc très jolie avec des illustrations incroyables. Et je vais terminer ici avec ma dernière lecture qui est donc en e-book, donc incrustation juste ici de la jaquette. Il s'agit de Les mots silencieux, que j'ai lu pareil dans le cadre de mon Cold Winter Challenge. Et c'était très joli, on va suivre une jeune fille qui, à la naissance, a fait un AVC qui l'a laissée aphasique, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'exprimer, à parler et à formuler des mots ou des phrases complètes, on va dire. Elle comprend tout ce qu'on lui dit, mais elle ne sait pas s'exprimer oralement. Donc un handicap qu'on ne connaît pas beaucoup finalement, qui va être abordé autour donc, des soucis que la jeune femme peut rencontrer dans sa vie de tous les jours, dans ses études, dans son travail, dans sa vie familiale, dans sa vie amoureuse. Comment elle va essayer de s'en sortir, de passer outre cet handicap pour essayer de vivre comme une jeune fille entre guillemets normale, et voir comment les gens réagissent autour d'elle face à cet handicap. Et c'est très beau et c'est en même temps très dur parce que le monde est méchant en fait, parce que les gens sont des connards qui sont intolérants face à la différence, alors que la jeune fille, elle y est pour rien, elle est née aphasique, elle n'a jamais demandé à être comme ça en fait, la pauvre. Et on voit que vraiment les gens sont méchants. Puis l'école finalement, où la pauvre jeune fille, elle se fait emmerder toutes les 4 secondes par des gamins parce qu'elle est différente. Et ça va crescendo au fur et à mesure qu'elle passe au collège, puis au lycée, puis en études supérieures. Et les gens ne changent pas, le regard des gens ne change pas, et elle est forcément différente vis-à-vis de la société. Et c'est compliqué de pouvoir s'y adapter en tant que personne, et en tant que personne avec un handicap. Et ça va nous montrer comment elle arrive, comment elle essaye surtout à surmonter tout ça, avec une jolie plume, très fraîche et en même temps très dure, pour montrer quand même la rudesse de ce qu'est l'handicap et la vision des autres face à celui-ci. C'est très joli, j'ai hâte de pouvoir le terminer parce qu'il y a des choses qui me dérangent et j'ai envie d'avoir
les tenants et les aboutissants en arrivant à la fin pour savoir ce que j'en ai vraiment pensé. Donc j'ai très hâte de le terminer et je vous en reparlerai dans la vidéo consacrée au Cold Winter Challenge où j'aurai donc terminé ma lecture. Et donc ce dernier roman me permet de conclure cette vidéo du bilan de janvier 2022 avec des jolies découvertes, 2 énormes coups de cœur que j'avais franchement adoré. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si parmi les livres que je vous ai cités, il y en a certains que vous aimez vous aussi, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!